Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis Mohamed Touré, je suis senior manager en charge du département technologie chez Deloitte au Côte d'Ivoire. Je suis ravi de retrouver ici ces excellents panélistes et nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir échanger sur l'écosystème entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Alors, c'est vrai on assiste ces dernières années à une évolution de l'écosystème ivoirien et tout récemment, on a même vu l'initiative Côte d'Ivoire Innovation Hub qui regroupe 15 startups ivoiriennes naturellement qui s'engagent à accélérer l'écosystème de l'entrepreneuriat et naturellement de la tech ivoirienne. En cette période de crise sanitaire, cette nouvelle édition qui justement se fait online va nous permettre justement d'échanger avec nos excellents panélistes que je vais déjà laisser se présenter. Donc, honneur aux femmes. On va commencer par euh, les femmes. Si vous pouvez rapidement introduire en vous présentant. Allô, Jérémy. Oui. Le Madame contrat qu'il Ouattara. vous a donné là, tu as ça? Alors, d'accord. Je suis Ouattara D'accord. Corinne Maurice. Je suis ivoirienne, entrepreneur évoluant dans le domaine de la e-santé. Donc, je suis connue plus sous le nom du Pass Santé Mousso, qui est D'accord. un carnet de santé qui permet d'avoir une mobilité de l'information médicale. Voilà. Il n'y a pas de souci. Si Francis vient, Très bien. tu m'appelles, toi et moi. Merci beaucoup et ravi d'être avec vous, Madame Ouattara. Donc, à tout à Alors, l'heure. c'est la seconde panéliste qu'on a. Allô, vous nous entendez? Madame Kwasi? Allez-y, je vous en prie. Ah, je crois qu'on a quelques petits soucis de connexion. On va peut-être enchaîner avec messieurs. Qui se lance alors? Ok, moi je me lance. Monsieur, oui, allez-y, je vous en prie. D'accord, bonsoir, je suis Joël Massé. Je dirige ICT for Dev, qui est une start-up spécialisée dans le développement et l'intégration de solutions numériques et technologiques au service de l'agriculture. Nous sommes là depuis 3-4 ans maintenant, avec nous accompagnons près de 100 000 producteurs avec nos solutions. Très intéressant. Merci beaucoup d'être avec nous aussi, Edwin. Allez-y, je vous en prie, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Amani. D'accord, bonjour à tous. Je suis Anissi Amani, je dirige AdMed, qui est une solution ivoirienne de téléconsultation médicale. Et nous sommes déployés dans une dizaine de centres de santé en Côte d'Ivoire. Et voilà, déjà ce que je peux dire. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Amani. Monsieur Akwe. Oui, bonjour à tous, c'est Monsieur Jean-Philippe Akwe, je suis cofondateur et business developer de Toutri. Toutri qui est en fait une EdTech, une technologie d'éducation. Donc nous sommes nés en 2015, mais officiellement en Côte d'Ivoire, on a été créé en 2019. Donc on a une dizaine d'établissements où on déploie notre solution pour les aider en fait à suivre leurs cours en présentiel et en distanciel. Très bien. Bonsoir à tous. Monsieur Agoussi. Je suis, Jean-Philippe Agoussi, responsable de l'entreprise AgroGroup Consulting. Nous intervenons dans la fabrication des intrants phytosanitaires naturels agricoles, à savoir le compost, les engrais foliaires, les insecticides. Très bien. On a une belle représentativité, en tout cas, des différents de l'écosystème. Peut-être Madame Kwasi, si vous nous recevez.
pouvez rapidement vous présenter et ensuite on va pouvoir démarrer les questions. Madame Kouassi, on vous écoute. Je pense qu'elle a un souci de connexion. Oui, je pense qu'elle a un souci. Je pense qu'on a un souci. Peut-être commencer avec Madame Ouattara. Madame Ouattara, et ensuite je poserai la même question aux différents panélistes. Hein. Alors, comment est-ce que vous décrivez aujourd'hui l'écosystème des startups en Côte d'Ivoire? Je vais dire que l'écosystème des startups en Côte d'Ivoire est très évolutif et que les choses sont en pleine expansion, surtout l'écosystème tech présentement. Et je pense qu'aussi, au-delà du volet évolutif, cet écosystème-là a à cœur de se prendre en charge. Elle a à cœur de vouloir vraiment s'intégrer et de se faire connaître. On va le dire ça comme ça. C'est ce que je peux dire pour commencer au niveau des systèmes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est très évolutive. Surtout avec la situation Covid, tel que vous avez planté le décor, aujourd'hui, tous ceux qui étaient un peu cachés dans l'ombre commençaient à prendre confiance en voyant ce que les nouvelles technologies pouvaient apporter aux startups dans le numérique. Et cette prise de conscience-là a fait qu'aujourd'hui, les entrepreneurs évoluant dans la tech ont décidé de se mettre ensemble et puis de pouvoir défendre une cause pour avoir un meilleur positionnement, une meilleure visibilité. Très bien, très intéressant. Peut-être, monsieur Ewi, je sais pas, vous souhaitez aussi intervenir là sur cette question. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous décrivez l'écosystème entrepreneurial des startups en Côte d'Ivoire? Pour être un ancien du milieu, il y a 10 ans en arrière, on va dire, à comparer à aujourd'hui, les choses sont passées d'un statut de latence à un statut de dynamisme. Aujourd'hui, on assiste à beaucoup de dynamisme autour de l'écosystème des startups en Côte d'Ivoire. Cela se traduit par, comme Corinne l'a dit, par les initiatives comme Côte d'Ivoire Innovation 20. Et puis, pas mal de grosses têtes commencent à sortir la tête de l'eau. Donc, pour résumer, je pourrais dire qu'il y a du dynamisme et puis aussi les startups commencent à se positionner, c'est-à-dire on commence à être un peu plus gourmand, donc à prendre une part assez importante, relative, mais c'est quand même important, dans le tissu économique de notre pays. Très bien, très intéressant. Monsieur Amani, peut-être une réaction, vous qui êtes dans le milieu médical, je pense. Comment est-ce que vous avez vu évoluer ces dernières années l'écosystème des startups en Côte d'Ivoire? Effectivement, comme Delmas et Corinne l'ont dit, aujourd'hui, les choses sont assez dynamiques. Et pour illustrer cela, pour chaque domaine, donc différents domaines, on a plusieurs startups qui essaient d'apporter des solutions. Au domaine de la santé, aujourd'hui, 5 ans à l'arrière, vous auriez peut-être une seule startup ou deux startups qui apportaient des solutions. Aujourd'hui, vous pouvez avoir 10 produits d'entreprises qui apportent des solutions pour régler des problèmes dans le domaine de la santé. Et cela se fait aussi dans l'éducation, dans la rue. Donc, on vous dit qu'aujourd'hui, les gens ont l'audace d'essayer de proposer des choses. Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour le milieu en Côte d'Ivoire. Ce que je peux apporter déjà. Très bien. Très intéressant. Très intéressant, en tout cas. Monsieur Akoué, peut-être revenir sur aujourd'hui l'écosystème et si vous identifiez des leviers, est-ce que vous identifiez, vous, à votre niveau, des leviers, vous qui êtes promoteur de Touterie, je crois, c'est ça? On ne vous entend pas, monsieur Akoué. Allô, désolé, j'avais coupé mon micro. Désolé. Ouais, désolé, j'avais coupé mon micro. Là, c'est mieux. C'est beaucoup mieux maintenant. Ouais, du coup, je disais, en fait, pour parler de levier, il faut parler un peu des barrières à l'entrée de l'industrie ou de l'écosystème des startups. Et si on veut parler de barrières à l'entrée, il y a
il y a la formation et l'expertise. Du coup, on est dans notre pays où, sur les bancs à l'école, on ne nous apprend pas ce que c'est que l'entrepreneuriat, on ne dit pas que c'est une porte de sortie à l'école. Et aussi, il y a une autre barrière à l'entrée, c'est l'accès au financement. Donc, je pense que ce sont les deux leviers sur lesquels on peut jouer. Commencer à parler de l'entrepreneuriat dès le bas âge, si ce n'est au primaire, au collège et au lycée. Et promouvoir aussi, en fait, un écosystème qui permet un accès un peu, on va dire, facile au financement. Ce qui est d'ailleurs, en fait, on va dire, le même levier dans tous les autres grands pays. Aux États-Unis, en France, on parle toujours de la formation et du financement. Donc, je pense que c'est les deux leviers auxquels font face l'écosystème ivoirien aussi, les startups. Très bien. Merci beaucoup. Peut-être Monsieur Agoussi sur le sujet. OK. Pour terminer le petit tour de table là, sur ce premier point. Effectivement. Comme l'a dit Corinne, le système de l'entrepreneuriat est beaucoup évolutif ici en Côte d'Ivoire. De plus en plus, assez de jeunes commencent à se mettre dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de problèmes, il y a quand même beaucoup de difficultés dans le secteur. Il faut dire qu'on détecte aujourd'hui 3 types d'entrepreneurs. Il y a d'autres qui viennent à plein temps, il y a d'autres qui viennent par circonstance et il y a d'autres qui viennent à temps partiel. Donc, ça fait qu'au niveau des activités même, il y a beaucoup de complications parce que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est toute une vie en fait. Ce n'est pas un phénomène de mode. Donc, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de formation. Il faut beaucoup encadrer, il faut beaucoup former. Il faut pouvoir aussi instaurer aussi la notion de l'entrepreneuriat à l'école pour permettre à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de connaître même qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat en fait. Ça permet d'éviter beaucoup de risques et puis beaucoup de pertes financières, financières plutôt dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ok. En tout cas, très intéressant, Monsieur Agoussi. Là, je vais rebondir sur votre point et celui de Monsieur Akwe. C'est vrai qu'aujourd'hui, la culture entrepreneuriale, c'est quelque chose qu'on devrait beaucoup plus insuffler aux jeunes. Et du coup, ça m'amène à me poser la question, à vous poser la question, pardon, sur les initiatives politiques qui ont été prises dans ce sens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a notamment suffisamment d'initiatives politiques pour emmener justement cette jeune génération à pouvoir s'acculturer de l'entrepreneuriat? Parce que dans les cultures anglo-saxons, je pense que c'est des choses qui se font beaucoup plus au niveau des universités, au niveau des collèges, au niveau des lycées. Est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été prises au niveau de la Côte d'Ivoire? Sinon, quelles sont vos recommandations par rapport justement à ce point en spécifique? D'accord. Peut-être, monsieur, qui veut prendre la parole? Madame Kouassi, vous nous entendez? Je prends la parole. Oui, allez-y. OK. Il faut dire qu'au niveau de l'entrepreneuriat ici en Côte d'Ivoire, les actions sont plutôt menées par la société privée en fait. Ce sont des organismes privés qui encouragent beaucoup l'entrepreneuriat. Au niveau de l'État, de la société publique, vraiment, il y a encore beaucoup de travail à faire. On parle d'entrepreneuriat seulement que, comme on le dit dans le jargon ivoirien, dans la bouche, mais il n'y a pas de véritable action pour stipuler, pour encourager les jeunes qui souhaitent s'y mettre dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ce sont plutôt des gens qui sont dans le privé. On peut citer par contre BJKD, par contre, qui lance chaque année un prix BJKD. Je crois qu'on a perdu M. Agoussi. Peut-être. On a perdu, C'est les aléas du direct. Ouais, tout à fait. Ok, ça va? Je suis là. Okay. Oui, M. Agoussi. Donc, oui. Je disais, avec BJKD, par contre, le prix BJKD, ça a permis à plein de sur le territoire national de s'y mettre dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, si la société publique essaye aussi d'emboîter les pas en donnant plus d'informations et plus d'encouragement, pas forcément financier, mais technique, coaching, de façon gratuite, ça va permettre aussi de déclencher aussi assez de jeunes qui vont s'y mettre
pour véritablement lancer l'entrepreneuriat sur le territoire ivoirien. D'accord. Donc, vous pensez que du coup, c'est plutôt les structures privées qui sont beaucoup plus actives sur ces sujets-là. De ce que je comprends de M. Akoué, Effectivement. vous voulez réagir? Ouais, je pense que oui, je veux un peu. Allez, Ouais, ok, allez-y, Jean Max, ouais. Après vous. Ok, bon, comme tu insistes. Ce que je voulais dire, c'est que pour entreprendre, c'est d'abord une volonté personnelle. C'est vrai qu'on dit toujours que l'État ne fait rien pour encourager l'entrepreneuriat jeune. D'abord, c'est ce que je dis chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec les étudiants. C'est une volonté, c'est un choix personnel de décider d'entreprendre. Si dès le départ, on commence à compter sur quelqu'un ou bien une entité pour entreprendre, quand on aura les difficultés, on va vouloir forcément se retrouver cette entité-là pour dire ah non, il faut ceci, il faut cela. C'est d'abord un choix personnel, comme j'ai dit. Le rôle de nos gouvernements, de nos États, c'est de créer un environnement favorable qui puisse permettre l'émulation, le développement, bien le déploiement du potentiel, de tous les potentiels du jeune qui veut entreprendre. Donc c'est à ce niveau-là que nous attirons l'attention du pouvoir public pour arriver à créer un cadre qui amène les jeunes qui ont décidé d'entreprendre à pouvoir développer leurs activités. Si vous prenez en Côte d'Ivoire, par exemple, nous n'avons pas de Startup Act. On n'a pas de loi qui encadre l'activité des startups. Même les incubateurs, c'est maintenant qu'on commence à réglementer un peu les accélérateurs. On ne sait pas qui fait quoi dans l'écosystème-là. Donc, le rôle de l'État, c'est de réguler, de créer le cadre qu'il faut. Et même dans les pays anglo-saxons, c'est toujours le privé. C'est des fondations, mais l'État n'est là que pour créer le cadre qu'il faut. À trop vouloir attendre de l'État, on ne pourra pas démarrer. Aujourd'hui, je pense que l'exemple de certains pays l'a démontré. On n'a pas attendu l'État. C'est le cas même des startups ici. Nous-mêmes, on s'est mis en place. On a créé des associations. Quand on a commencé à faire bouger les lignes, c'est maintenant que l'État vient pour regarder ce qu'on fait et essaie de créer le cadre qu'il faut. C'est vrai que l'État a un rôle à jouer dans la mise en place de ce cadre-là, mais je pense que la grosse partie revient à nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs d'évoluer. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde digital. On peut être en Côte d'Ivoire et puis créer une start-up qui va prendre des marchés en Libye, au Burkina, aux États-Unis. Ce n'est plus l'entrepreneuriat classique où on est cloisonné dans son pays. Donc, quand vous avez un marché, nous, nos premiers clients, par exemple, on a commencé de la Côte. S'il fallait attendre l'État de Côte d'Ivoire, bien attendre que l'État nous donne une autorisation, on n'allait pas démarrer. On a démarré, et quand on a démarré, on a vu les difficultés. En ce moment-là, on est capable de dire à l'État, vous touchez ici, là et là. Il y a aussi un dernier élément que je voulais ajouter, c'est dans le cadre de la réforme du contenu de nos formations. Il faut que dès le lycée même, on crée on intéresse déjà les jeunes, oui, des cursus, on intéresse déjà les jeunes à l'entrepreneuriat. Parce que c'est tout le monde entrepreneur, mais je pense que on l'a en soi. Donc l'idée, c'est de pouvoir développer cela très rapidement. On peut créer des entreprises juniors dans les grandes écoles, dans les lycées, qui commencent déjà à fonctionner. Et puis après, ça a de l'émulation. Un dernier élément sur lequel je voulais terminer mon propos, c'est qu'il faut faire la promotion des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Les vrais entrepreneurs qui ont réussi, ou que ça donne envie à d'autres jeunes de s'y intéresser. Notre société aujourd'hui est en manque de repères. Quand vous allez sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, c'est les buzz liés à des actes souvent qui sont répréhensibles. Et on ne parle pas de notre parcours ou inciter d'autres jeunes à faire comme nous. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit tout qu'on doit demander à l'État. À un moment donné aussi, faut que nous sommes dans un village planétaire avec le numérique. L'État du Côte d'Ivoire, le rôle de l'État dans notre business souvent est infime par rapport au marché que nous visons, par exemple.
On ne va pas attendre l'État, il Bien sûr, faut qu'on démarre. bien sûr. Les gens vont nous suivre. Merci beaucoup, Je suis monsieur pas Ewi. d'accord avec. Allez-y, madame Ouattara. Je vais dire que c'est en partie ce qu'il dit Delmas. Par contre, il y a quand même des initiatives que doivent pouvoir prendre les politiques aussi. C'est vrai que c'est un engagement personnel. On ne nous a pas forcé à être entrepreneurs. C'est clair que il y a beaucoup de choses il faut démarrer par soi-même. On a tous ici démarré nous-mêmes et après, on a été mis en lumière par soit un C'est concours ou ça, bien par un concours de circonstances. Sauf effectivement. que quand même, il y a des initiatives politiques qui doivent être prises. Ce que j'appelle des initiatives prises, par exemple, Delmas a parlé de sa structure, il y a ScanMed également, il y a Toutri. Mais en termes d'initiatives politiques, qu'est-ce qui empêcherait nos États, quand ces entrepreneurs-là sont arrivés là où ils sont, de leur offrir un marché dans les services publics pour qu'ils puissent être plébiscités? Ça aussi, c'est une volonté politique qui va encourager l'entrepreneuriat. Donc, je pense qu'elle a aussi sa part, et cette part-là, elle est grosse. L'entrepreneur lui-même, il se lance dans ses affaires, il prend l'initiative de vouloir entreprendre, il prend l'initiative de pouvoir se battre, pour se faire connaître, pour montrer à tout le monde que sa solution, elle marche, qu'elle fonctionne. Mais il faudrait aussi que nos États, les politiques prennent le temps d'essayer, ne serait-ce que, vous voyez, dans toutes les structures aujourd'hui, on parle des technologies, e-learning, e-agriculture, e-commerce, e-santé, tout ce que vous voulez. Mais ne serait-ce que dans chacun des ministères, s'ils essaient un entrepreneur tech qui a une solution dans les différents services, ça serait une volonté politique, c'est une grande initiative politique qui va stimuler les autres entrepreneurs à impulser, à aller dans ce sens-là également. Parce qu'on attend très souvent qu'on soit reconnu à l'intérieur. Delmas a dit que c'est dehors il a eu son premier marché. Moi, c'est dehors que j'ai eu ma première visibilité. Est-ce qu'on va attendre d'être reconnu d'abord dehors avant d'avoir une reconnaissance au niveau national chez nous? Je pense que non. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à Du coup, détecter et à promouvoir les startups ivoiriennes dans un premier temps et ne pas forcément attendre qu'elles soient reconnues à l'extérieur pour pouvoir faire leur promotion? Et comment est-ce que l'État attribue un pourcentage ou certains marchés aux entrepreneurs locaux pour les aider aussi à se développer? En tout cas, moi, c'est ce que je retiens. Euh, Monsieur Akpoué, vous voulez réagir, je crois? oui, ce que Jean Delmas et Madame Ouattara ont dit, c'est exactement ça en fait. Le problème, c'est que l'entrepreneur doit commencer par lui-même. Mais pour commencer par lui-même, vous savez, en fait, l'homme agit en fonction des informations qui lui sont transmises depuis qu'il est né, en fait. Donc, si une personne elle est née depuis, n'a jamais entendu parler d'entrepreneuriat, n'a jamais vu une personne dans son entourage qui a fait une petite boutique qui a marché ou qui a été entrepreneur, cette personne ne se lancera jamais en fait dans l'entrepreneuriat. Et c'est là le rôle de l'État, tout le monde l'a dit, dès le bas âge, à l'école primaire, au lycée, former les personnes. Après, une fois que l'information est donnée, ça sera à chaque personne de décider maintenant si je veux entreprendre ou pas. Et une fois que ces personnes, ou parmi ces personnes, d'autres décident d'entreprendre, il faut créer un cadre. Comme Corinne l'a dit, l'État peut juste faire en fait un appel d'offres euh, dans la santé, dans l'éducation, dans l'agriculture, que toutes les startups qui ont une solution dans les grands pôles en fait du pays puissent proposer des solutions. Après, l'État sélectionne juste une ou deux startups Oui, pour allô? proposer des solutions au ministère. Et Ouais, ça donne de la visibilité en fait tu l'as appelé? à ces startups-là. Et ça donne aussi de l'espoir aux jeunes qui sont encore à l'école de se dire, oui, c'est possible dans mon pays d'entreprendre parce que Jean Delmas, il a fait ça, il est au ministère de l'Agriculture, Madame Corinne, elle a fait ça, elle est au ministère de la Santé, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est ce cadre-là que l'État peut créer, en fait. Sinon, l'État ne viendra pas taper à la porte de Jean-Philippe pour me dire il faut entreprendre ou pas. C'est ce que je voulais ajouter. Très bien, très bien. Peut-être, moi, j'aimerais bien qu'on revienne en fait sur le point de tout à l'heure. Madame Kwasi, vous nous entendez? Toujours pas? Alors, moi, j'aimerais bien qu'on revienne au point de tout à l'heure. Tout à l'heure, Madame Ouattara et Monsieur Ewi ont évoqué un point que je trouve assez intéressant, qui est du fait d'être reconnu dans un premier temps à l'international et ensuite d'avoir cette, on va dire, cette reconnaissance nationale. Mais si selon vous,
si on le fait dans l'autre sens, aujourd'hui, je pense qu'il y a des entrepreneurs qui sont reconnus au niveau national, au niveau de la Côte d'Ivoire, et qui ne demandent qu'à passer à l'échelle, c'est-à-dire avoir cette visibilité internationale. Comment est-ce que vous pensez que l'écosystème, comment est-ce que vous pensez que l'État pourrait les accompagner justement dans ce projet-là? Peut-être Monsieur Amani. Justement, je pense que dans l'évolution des startups, vu la taille des marchés que nos pays ont, c'est tout naturel que pour avoir conquis un marché local, il faudrait s'étendre. Moi, je pense que les décisions que nos États pourraient prendre, ce serait surtout des coopérations entre États. Là, lors du lancement, par exemple, du livre, on a eu la main tendue du ministre sénégalais à l'attention de notre ministre ici, de sorte à organiser des coopérations entre ces États-là, de sorte à pouvoir déployer nos solutions dans les différents. Non seulement ça va donner plus de visibilité à nos produits, et en termes de succès, ce serait encore très intéressant pour ces produits-là de pouvoir adresser plusieurs personnes, plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs, plutôt que de se cantonner dans nos pays qui sont assez petits et qui représentent des marchés assez petits. Et cela aussi est vraiment quelque chose d'important parce que après, pour avoir de gros investissements, il faut avoir un marché. Aujourd'hui, les investisseurs occidentaux, ils trouvent que quelqu'un qui investit, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui cible, on va dire, une dizaine de millions d'utilisateurs, c'est assez petit, c'est assez intéressant. Donc, effectivement, il faut que nos États organisent des coopérations entre eux, de sorte à pouvoir permettre à nos solutions de pouvoir être utilisées par un plus grand nombre de personnes. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Monsieur Amadi. Je pense que c'est aussi l'une des ambitions d'Emerging Valley, justement, de créer justement cette symbiose-là entre les différents États, entre les différents start-upers, pour qu'ils se rencontrent et qu'ils puissent ensemble essayer de co-construire des choses et aussi essayer de s'exporter à l'international. Peut-être revenir sur un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé, qui est un point très très important, le financement. Le financement, peut-être aujourd'hui on en parle beaucoup. Certains disent que le financement n'est pas toujours adapté, que les banques n'accompagnent pas assez les entrepreneurs parce qu'elles prennent pas de risques. Dans certains cas, on dit que les modèles opérationnels des banquiers ne correspondent pas à celui des startups. Peut-être, Madame Kwasi, vous n'êtes toujours pas de retour. Peut-être Monsieur Agoussi, si vous voulez intervenir là-dessus. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du financement? Qu'est-ce qui ok, peut être fait aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire ou au niveau de l'Afrique de façon générale pour promouvoir justement le financement et avoir un financement qui peut être adapté aux besoins des startups? d'accord. Pour ma part, le financement n'est pas la solution clé pour développer une entreprise d'abord. Le financement n'est pas la solution. La solution pour développer une entreprise, c'est d'abord l'idée, c'est d'abord la volonté. Parce qu'on peut avoir l'argent et lorsqu'on n'a pas la volonté, on n'a pas la notion même de l'entrepreneuriat, l'idée ne va pas aboutir. Donc d'abord, il faut une volonté personnelle, soi-même, connaître ce qui c'est l'entrepreneuriat avant même d'abord de parler de financement. Et au niveau de la question du financement, je pense que les banques ont tout à fait raison. Parce qu'il faut d'abord que le projet soit viable, fiable, très concret avant d'accompagner. Lorsque l'entrepreneur lui-même n'est pas assez aguerri, on ne peut pas mettre de l'argent à sa disposition. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont reçu assez de financement, mais le projet en question n'a jamais existé. La solution n'existe pas. Donc moi, je pense qu'il y a plein de projets aussi dans le domaine aussi de l'entrepreneuriat aussi qui sont beaucoup virtuels. Donc pour la question du financement, il faut véritablement avoir une idée claire du projet. Il faut que ces entités qui financent voient d'abord le projet
si lorsque l'entrepreneur a besoin d'argent pour passer à la phase d'industrialisation ou même d'extension de l'activité, que l'activité est viable, en ce moment, on peut se permettre d'accompagner l'entrepreneur dans sa quête. Mais lorsque c'est encore à l'idée, à l'étape d'idée, je pense que c'est assez compliqué de pouvoir accompagner quelqu'un qui est juste à l'étape d'idée, en fait. Pour moi, c'est comme ça que je Très comprends la bien. chose Merci un peu dans beaucoup. ce sens. Merci beaucoup, monsieur Agoussi. Merci Au-delà, beaucoup, monsieur Agoussi. Je vais peut-être au-delà, reposer la question je peux sous un autre angle. Je vais peut-être reclarifier juste avant votre intervention. Euh, C'est ça. partons du principe que on a un start-upper qui a développé son idée, qui a fait son MVP ou son proof of concept, qui a fait quelques tests, sa solution fonctionne et il a besoin de passer à un niveau supérieur. Il a besoin de financement pour pouvoir se Ouais. développer. Aujourd'hui, les retours terrain montrent que dans la plupart de nos économies, on n'a pas un modèle financier qui permet d'accompagner les startups quand elles ont besoin de financement. C'est sur ce point en particulier que je souhaiterais que vous réagissiez en Ah, fait. d'accord. OK. Est-ce moi, que je je peux peux revenir. intervenir sur ce point-là personnellement? Allez-y, monsieur. OK, Allez-y, monsieur. allez-y. Oui, allez-y. 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 Il faut qu'on soit franc, hein. Sur place, les banques que nous avons n'ont pas de, de, de financement adapté à l'activité des startups. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans en arrière, j'étais sur un panel avec la représentante des banques qui me demandait d'ailleurs c'est quoi une startup. Ouais, que quelqu'un qui a du mal à vous connaître ne peut pas vous prêter de l'argent. Les banques, ce n'est pas leur argent, c'est de l'argent qu'elles reçoivent des clients, par exemple. Donc, elles auront besoin de beaucoup d'assurance avant d'investir. Voilà. Euh, quand on est dans un tel environnement, c'est en ce moment-là que l'État doit intervenir. L'État doit se porter comme garant de ce financement-là. Et je pense qu'il y a ça commence à se mettre en place. C'est encore lent parce que nous sommes des startups, donc on a besoin d'aller vite. Vous savez, dans le cadre de la crise Covid, il y avait des fonds qui ont été mis en place. Nous sommes éligibles depuis octobre à ce fonds. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore reçu l'argent, on a signé des papiers, ouais. Donc, vous voyez que les besoins qu'on avait en octobre l'année dernière ne sont plus les mêmes pour C'est clair. la présente, je veux dire, pour le mois dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc, ce sont ces mécanismes-là qui doivent pouvoir être mis en place par l'État d'abord pour garantir et puis accompagner le financement des startups. Il y a cela se justifie par le fait que nous ne sommes pas dans un pays où on a, je veux dire, cette culture des startups, où on a des business angels et autres. Regardez ce qui se passe avec la fondation Tenir Melou. Chaque année, c'est plus de 1000 jeunes qui reçoivent des sites capital pour démarrer. Nous avons été parmi les bénéficiaires. Vous savez, quand on démarre une startup, même 5 000 euros, c'est beaucoup pour déjà acheter un ordinateur, une table et donner un peu à vos développeurs, commencer à démarrer l'activité. Souvent, c'est peu pour certaines personnes, mais c'est beaucoup pour une start-up. Donc, l'État ne doit pas seulement regarder les fondations, les VC qui viennent souvent regarder dans notre business, mais l'État doit pouvoir mettre en place un fonds de garantie qui est là et regarder parmi les startups, celles qui ont fait, comme vous l'avez dit, leurs preuves sur le terrain et qui sont en phase de développement. Soit on a besoin que de fonds de roulement sur une période de 1 à 6 mois, voire 1 an pour pouvoir, le temps qu'on encaisse des factures. Nous, par exemple, dans le cadre de l'accompagnement Covid, on a dit qu'on a des clients, on a des factures qui ne sont pas encore payées. Donc, l'idée pour nous, c'est qu'on puisse faire de la facturation. Mais les banques ne font pas de la facturation aux startups. Donc, dans ce moment-là, l'État doit prendre le relais pour dire, écoutez, cette entreprise a besoin de tel montant. Nous l'État, on se porte garant. On a vérifié ses comptes, on a vérifié les choses, le type, l'entreprise fonctionne normalement. Et puis, l'entreprise est solvable.
Donc, on s'engage auprès de vous, financer, et puis nous, on se porte garant. Ça devait être un mécanisme aussi simple comme ça, et aussi très huilé pour permettre aux startups de pouvoir évoluer et aussi aller à l'international. C'est en ce moment-là vraiment que l'État doit jouer un rôle important dans la mise en place de mécanismes de financement adaptés aux réalités et aux besoins des startups. Le risque est grand avec nous, mais nous, on a besoin d'aller vite. Donc, on n'a pas le temps, en fait, pour courir derrière les financements et autres. Et c'est vrai que, je l'avais dit, ce n'est pas forcément le financement qui pose problème. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec le financement? C'est ce qui est important. Sinon, il peut y avoir des financements qui existent, mais si on ne sait pas ce qu'on va en faire, c'est le problème qui est là. Des startups, certaines startups ici ont reçu des financements. Ils avaient des projets, mais après, on m'a dit que ça n'a jamais donné. Donc, en plus du financement, et ça, il faut que je rejoigne Corinne là-dessus. En plus du financement, une entreprise, on crée une entreprise pour proposer des biens et des services. Donc, on doit avoir un marché, on doit avoir de la clientèle. Notre premier client devait être l'État. L'État devait être notre premier client sur les grands projets ou bien les grands projets, les marchés qui existent. On peut dire on donne un quota de 20 par exemple à nos jeunes startups pour leur permettre de développer leur activité. En même temps que nous finançons leur activité, nous nous donnons des marchés. Si vous nous financez et qu'on va en appel d'offres, que vous offrez des marchés à des entreprises étrangères, votre financement aura servi à faire quoi? Est-ce que vous voyez? Donc, Si, le financement seul ne suffit monsieur, pas. et oui, merci pour. Ok, merci. Madame Kouassi, vous nous recevez, Madame Kouassi? Je pense qu'elle a un problème. Ok. Je pense qu'elle peut couper Peut-être quelqu'un. la vidéo. Moi, je voulais intervenir sur le problème du financement. Ok, allez-y, Madame Déjà, Ouattara, allez-y. moi, je pense que déjà, l'un des éléments, au regard de tout ce que tout le monde a dit, l'élément le plus important pour le point des financements, c'est déjà de situer et de fixer le cadre réglementaire de la. Parce que quand on parle, là, on nous a parlé, je pense, du Choose Africa qui a eu, avec certaines banques ont été choisies et autres pour pouvoir accompagner les entrepreneurs. Mais les conditions qui ont été données, ce n'est pas des conditions pour des startups, c'est des conditions pour, même pas on est au même niveau que les grandes entreprises, on va dire, pour l'accès au financement. Donc, il faut déjà, dans un premier cadre, qu'on connaisse le cadre réglementaire de la startup. C'est ça même qui va définir presque tout, je pense, au niveau du financement des startups, parce que des choses sont demandées. Et quand tu regardes toutes ces choses qui sont demandées, tu te demandes mais où on va et quel temps j'ai à pouvoir fournir tous les documents. Parce que déjà même le fournir va demander encore de sortir encore des fonds. Ça, c'est un élément très important. Et Delmas a dit quelque chose de vraiment très important au niveau du financement. On a parlé de comment comment est-ce qu'on trouve qu'une entreprise on ne voit pas sa crédibilité, on ne sait pas si elle est assez solvable, on ne sait pas si son marché est réel, on ne sait pas si le business est viable, mais comment est-ce qu'on peut le savoir si on ne prend pas des risques? Ici, les banques ne prennent pas des risques. C'est peut-être de leur fait, c'est du fait que nous-mêmes, nos gouvernants, nos politiques n'ont pas confiance en nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs, donc ils ne peuvent pas nous faire confiance. Moi, je donnerai un exemple tout simple, parce qu'on parle de financement. Mais quand tu vas devant une banque, on te demandera ton marché. Est-ce que tu as ton marché? Est-ce que tu as un marché? Pour essayer de voir comment est-ce qu'on est capable de pouvoir rembourser après ces banques-là. Mais regardez un peu l'exemple qu'on a eu avec le Covid ici. Il y a eu des appels. Donc, des solutions. On a vu toutes les entreprises des États, des autres États, appeler leurs startups à la rescousse pour leur proposer des solutions et mettre à disposition des fonds pour proposer. En même temps, c'est des marchés, c'est des fonds, c'est des financements qu'elles avaient pour pouvoir déployer leurs solutions et présenter comment est-ce que ça se serait fait. Mais chez nous, ici, ça n'a pas été les mêmes cas. Parce que si on avait pu avoir accès à ces mêmes opportunités, aucune banque aujourd'hui ne nous demanderait est-ce que nos solutions sont viables parce qu'on les aurait testées. Donc, ça nous donnerait accès au marché qui allait permettre d'avoir accès au financement direct. Parce que de dire que ScanMed, par exemple, peut proposer ces solutions aujourd'hui à l'ensemble
c'est-à-dire qu'il rentre dans le guichet unique de la CNAM, par exemple, ça serait un marché potentiel qui va lui permettre d'avoir une grande crédibilité devant les banques aujourd'hui pour avoir accès au financement. Donc, la source est vraiment en amont. La source, comme on va le dire, on va beau parler, mais on va revenir à nos états, on va revenir. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que la porte est ouverte pour qu'ils puissent avoir accès? Une banque, elle met des risques, mais ces risques, elle veut savoir comment. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'innovation, on parle de technologie, c'est abstrait. Le mec, il ne voit pas devant lui ce que ça va donner, comment est-ce que ça pourrait donner quelque chose comment est-ce que ça pourrait générer de l'argent? Quel est son modèle économique? Lui-même, il est en train de voir comment est-ce que ça peut donner quelque chose. Mais quand une opportunité, c'est triste que je puisse le dire, je suis vraiment désolée avec le Covid, mais je vais le dire, quand une opportunité dans ce cas d'espèce avec les gens de la e-santé se présente comme ça, c'est le moment de pouvoir plébisciter encore une fois ces entrepreneurs-là, de sorte que les financiers qui les avaient repoussés quand ils étaient allés faire une demande de finances, accéder aux finances, puissent dire, c'est une mine d'or qui est là, qu'on n'avait pas vue. Donc, ça veut dire qu'on peut pouvoir aider à ces financements. Et pourquoi ne pas financer ces entrepreneurs à des taux vraiment insignifiants, des taux zéro? Parce que aussi, on va trouver des entrepreneurs à qui on va donner de l'argent avec des taux assez élevés et on leur demande un remboursement vraiment immédiat là, alors que par derrière, il vient de commencer, il y a des impôts, donc la fiscalité qui l'étouffe, qui l'écrase. C'est assez difficile, je pense. Si, c'est difficile. Et effectivement, c'est le Startup Act là qu'on a évoqué tout à l'heure qu'il va bien falloir cadrer et définir. Madame Kwasi, vous nous entendez maintenant? Oui, je vous entends Ok. depuis, mais apparemment, à chaque fois que je vais prendre la parole, on ne me reçoit pas. Et là, je suis obligée de me déplacer, me reconnecter. Donc, si on peut me redonner le sujet, je crois bien que ça parlait du financement des startups, si je me Tout à trompe fait. pas. Je crois que c'est C'est ça, ça. voilà. Donc, moi, je soutiens un peu l'idée de Corinne. Euh, le problème, c'est depuis la base. Par exemple, une jeune entreprise, nous qui sommes dans le domaine de gestion des déchets, par exemple, les déchets plastiques, quand on va vers les structures, ils disent, mais attendez, vous êtes dans les déchets plastiques, c'est quel ménage ou quelle entreprise va utiliser vos pavés? À quoi est-ce que ressemble votre produit? Quelle est la viabilité de ce produit? Mais quand tu leur expliques le marché ivoirien, tu leur présentes, tu leur dis que en Côte d'Ivoire, tout ce qui est produit écologique, on promeut tout ce qui est développement durable, tout ce qui est ville verte, tout ce qui est écologie et autres. Et quand tu leur présentes tout ça, ils te disent, mais il faut le gouvernement vous donne je veux dire, la vie concrète pour que nous, en tant que banque ou en tant qu'institution financière, on puisse savoir que vraiment vous avez des produits innovants et nous, on puisse vous accompagner. Nous avons l'exemple, si je peux me permettre, du Sénégal. Pendant la crise sanitaire, le Sénégal avait d'amorçage pour leur start-up. Mais qu'est-ce qu'en Côte d'Ivoire on a fait? Rien. Pour moi, je me dis rien parce que au niveau de l'agence Côte d'Ivoire PME, on a demandé aux start-up ou aux jeunes entreprises de documents, on a déposé et tout, mais rien. Et même les grosses boîtes, certaines boîtes qui ont déposé, je vous assure, les montants même qu'ils ont mis sur les chèques, mais c'est insignifiant. Le gars, même, il a viré la moitié de son personnel et vous lui donnez des fonds de subvention de 500 000 ou voire 1 million. Mais qu'est-ce que ça c'est? Moi, je suis l'idée à annoncer, qu'est-ce que les dit? Mais bon, la Côte d'Ivoire, l'État doit, je ne mets pas toujours l'accent sur l'État, mais la part de responsabilité, le minimum que l'État doit faire pour aider les startups, pour encourager les startups à se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat doit se faire. On nous demande après les études de passer sur le volet de l'entrepreneuriat pour réduire le taux de chômage. Mais qu'est-ce que l'État met pour promouvoir ceux mêmes qui existent et ceux qui veulent passer à un autre niveau? Voici un peu de Très bien, madame, merci. On va peut-être prendre une dernière question. Je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et je pense que c'est une belle transition avec ce que vous avez dit et les points qu'on a évoqués tout à l'heure.
on va rentrer on est déjà rentré dans une zone de libre-échange, d'échange continental. On parle de la monnaie éco qui devait arriver et qui va arriver dans les prochains mois ou dans les prochaines années, suivant les agendas. Mais quels sont les mécanismes aujourd'hui qu'on pourrait développer au niveau de l'État pour justement permettre cette intégration intra-africaine et permettre à un entrepreneur qui est en Côte d'Ivoire d'avoir de la visibilité sur le marché dans cette zone de libre-échange et qui puisse faire aussi la promotion de sa start-up ou de ses produits dans ces pays-là. Peut-être un tour de table rapide, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je ne sais pas qui veut prendre la parole, mais quelles sont les pistes aujourd'hui, les recommandations que vous ferez, vous, pour que justement on puisse amorcer ce point-là? Une chose toute simple qui pourrait être faite, vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur Amadi, allez-y. Une chose toute simple qui pourrait de rajouter les entrepreneurs dans les délégations. Aujourd'hui, quand le président va au Sénégal, ou il va au Ghana, ou dans un pays africain, il peut rajouter un certain nombre de startups avec lui. Et déjà, ça donne de la crédibilité à ces startups-là qui peuvent aller parler directement dans ces autres pays-là. Donc ça, c'est la première chose que je vois. Ensuite, de faciliter aussi même, je reviens 10 secondes sur ça, de faciliter aussi l'accès dans ces pays-là au marché. C'est-à-dire, il ne faut pas juste venir avec des entrepreneurs, mais déjà prendre contact avec certaines entreprises là-bas par la coopération, de sorte que quand on arrive, on sait directement à qui s'intéresser. Donc, le rôle de l'État, ce serait vraiment de faire la promotion de ces startups à l'extérieur de ces. J'aimerais ajouter une petite chose là-dessus. Je pense que cette promotion peut être appliquée en signant des accords stratégiques entre les États. Je vais prendre un exemple concret. Si, par exemple, dans le gouvernement ivoirien, le ministre de la promotion de l'emploi jeune appelle son homologue ou va voir son homologue malien qui est en charge aussi de l'emploi des jeunes là-bas, et il signe un accord stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Cet accord pourrait stipuler que toute jeune start-up qui va décider d'étendre son marché au Mali puisse se voir alléger on va dire les titres fiscales, tout ce qui est dette et tout, de telle sorte que quand vous arrivez là-bas, vous ne payez pas les mêmes choses que ceux qui sont sur le territoire et vice-versa. Donc le Malien aussi qui viendra aussi lancer son activité en Côte d'Ivoire pourra avoir, je ne sais pas, 1 ou 2 années de pression fiscale à 50%. Donc, ce qui fait que nous, on pourrait aller au Mali facilement et les Maliens pourront venir ici facilement. Donc, imaginez que toute l'Afrique de l'Ouest ait en fait des accords stratégiques comme ça. On pourra aller. Accord stratégique entre la sous-région. Peut-être, il nous reste 1 minute environ. Si quelqu'un d'autre veut, peut-être, je ne sais pas, M. Aboussi, Madame Ouattara, M. Ewi, Madame Kouassi, un mot pour la fin sur. Bon, écoutez, Pour moi, pour la fin, qu'est-ce que je vais. Vas-y. Vas-y, Corée. D'accord. Ok, moi, ce que je veux dire, c'est que, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend, oui. Allez-y, Madame Kouassi, allez-y. Ce que je veux dire, c'est au niveau même de la coopération, c'est au niveau, on peut parler du transfert des technologies. Par exemple, si une start-up au niveau de la Côte d'Ivoire a développé une technologie qui peut servir soit au Cameroun, au Burkina ou au Sénégal, je crois qu'on peut faciliter au fait cette transition et voir dans quelle mesure cette start-up-là peut implanter ses unités là-bas. Et au lieu de partir avec des employés de la Côte d'Ivoire, recruter des jeunes Sénégalais ou des jeunes Maliens pour travailler sur cette technologie, sachant que c'est le jeune Ivoirien qui a transféré cette technologie là-bas. Donc, si on peut aussi signer des accords dans ce domaine-là, ça serait vraiment intéressant sur l'employabilité des jeunes, vice-versa, surtout au niveau de la CEDEAO. Très bien, merci. D'autres contributions?
Moi, ce que je souhaitais ajouter à tout ce que mes prédécesseurs ont dit, tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est contre nous. On souhaite être là où on discute de nous, pour qu'on puisse donner notre avis. Et ça, c'est valable dans n'importe quelle activité, dans n'importe quel secteur d'activité. L'État doit pouvoir associer les startups aux grandes réflexions. Les VC doivent pouvoir approcher les startups parce que les réalités en Europe ne sont pas les mêmes. En Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone comme en Afrique anglophone. Il faudra pouvoir s'asseoir ensemble autour d'une table, définir ensemble les cadres réglementaires, les systèmes de financement, l'octroi des l'accompagnement, tout ça. C'est ensemble qu'on doit pouvoir définir ces choses-là. Et vous verrez que si toutes les parties prenantes sont assises autour d'une table et qu'on discute ensemble de l'écosystème, de la mise en place de l'écosystème, comment l'écosystème doit évoluer, vous verrez que les solutions qui vont sortir de ces réformes sont des solutions qui seront appropriées par tous et qui sont mises en œuvre de manière pacifique. Si on n'est pas associé, si les banquiers, vous ne pouvez pas parler des financements de start-up sans associer les banquiers, sans associer les start-up elles-mêmes. Vous ne pouvez pas écrire une loi pour les start-up sans les associer elles-mêmes, sans prendre en compte l'avis des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Donc, pour moi, c'est se mettre ensemble et le point est discuter. très pertinent. Le point est très pertinent. Il faut impliquer au maximum les startups dans les réflexions au niveau de l'État et au niveau de l'écosystème. Peut-être Madame Ouattara et on va conclure, je pense. Alors, moi, je suis d'avis entièrement avec Delmas. Donc, voilà, on ne peut pas faire quelque chose. Franchement, moi, je dis très souvent que la plupart des décisions sont faites par des personnes qui n'ont pas été entrepreneurs, qui ne sont pas entrepreneurs, qui n'ont pas eu des startups. Donc, elles ne connaissent pas les réalités. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, ces entrepreneurs-là soient à la table des décisions, les décisions qui vont être prises. Même si c'est figuration, au moins, on sait qu'elles ont été là pour pouvoir. On espère que ce ne sera pas une figuration. Parce qu'il faut qu'elles soient là, qu'elles prennent la voix pour dire voilà ce qui ne va pas. De façon générale, quand les décisions sont prises pour les startups, c'est fait généralement par des personnes qui n'ont rien. Quelque part, on était parti il n'y a pas longtemps où quelqu'un nous disait, c'est quoi la différence? Il fallait qu'on donne d'abord la différence entre un incubateur. C'était choquant de savoir que dans une structure pareille, on nous pose la question, c'est quoi un incubateur et un accélérateur? Ça veut dire que les choses ne savent pas et pourtant, ils financent à coups de milliards pour accompagner des entrepreneurs, des structures qui disent être accélérateurs, incubateurs pour accompagner des entrepreneurs. Donc, à un moment donné, je pense que pour pouvoir prendre nous-mêmes, soyons là, pour pouvoir décider et avoir de la visibilité et pouvoir défendre notre propre cause comme le CI20 où on a décidé d'une seule voix, parler des startups pour vraiment défendre notre cause. Donc, des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Très bien. Monsieur Agoussi ou Monsieur Amani ou Monsieur Akwe, et ensuite je pense qu'on va. Allô? Oui, Monsieur Akwe, on vous entend. Oui, je pense que, Oui, ouais, allô? je pense que comme mes prédécesseurs l'ont dit, ce qu'il faut, c'est que l'État, c'est-à-dire, comme Corinne l'a mentionné tout à l'heure, comme on voit que l'État ne fait pas les choses, que l'État même n'est pas, ou les structures de l'État ne sont pas au courant ou n'arrivent pas à faire une différence entre accélérateur et incubateur. Si les startups même se mettent ensemble pour faire porter leur voix jusqu'à la primature ou jusqu'à la présidence, c'est déjà une bonne chose. Donc déjà, nous, on doit être soudés pour se dire, OK, une personne s'en va, elle n'est pas écoutée. Si on se met ensemble, on pourra avoir plus de force pour qu'on puisse être écouté, en fait. Donc, c'est la solidarité aussi au sein de cet écosystème de startup-là. C'est ce que je voulais ajouter. Très bien. Très bien. Je pense que c'est aussi tout l'objectif de CI20 qui a été créé il y a quelques semaines et qui va, je pense, permettre de faire booster l'écosystème. Monsieur Agoussi, et ensuite, je pense qu'on va devoir prendre l'antenne. Je pense qu'on nous demande de rendre l'antenne même.
Ouais, ouais. Très bien. En tout cas, moi, j'ai été très ravi de pouvoir échanger avec vous là sur cette problématique de l'écosystème des startups en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'était Mohamed Touré en direct de l'Emerging Valley, 4e édition. Et je vous dis merci et à très bientôt.